Donc bonjour, je suis Sandrine Laramendi, donc je suis paysagiste et urbaniste au sein de Plantes et Cités. Donc Plantes et Cités, c'est un centre national d'études et d'expérimentation qui est spécialisé sur les espaces verts et le paysage. Et donc nous assurons de transfert de connaissances scientifiques vers les professionnels, qu'ils soient de bureaux d'études, d'entreprises, de collectivités, mais aussi des collectivités territoriales et des établissements d'enseignement. Donc, nous produisons des ressources. On mène une vingtaine de programmes d'études et d'expérimentation par an pour produire des ressources qui soient utiles à l'ensemble de ces professionnels. Donc, on a un peu plus de 800 membres donc, à l'échelon national. Donc, avec mon collègue Jean-Philippe Tessier, qui est aussi paysagiste, donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré donc, au sujet des rivières et du patrimoine. Ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du programme d'études ARCH, qui est porté par Plantes et Cités et qui a pour sujet la conciliation des enjeux de préservation du patrimoine historique et les enjeux écologiques. Donc, ce projet porté par Plantes et Cités bénéficie du soutien financier de l'interprofession Valor dans le cadre de son action Cité verte, mais aussi de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et aussi du ministère en charge de l'écologie. Donc, toutes les ressources issues de ce programme seront accessibles à tous. Et donc, ce projet a débuté fin 2022 et s'achèvera à la fin de cette année-ci, 2025, avec la production de l'ensemble de ressources qui seront donc mises à disposition pour trouver des clés pour justement concilier ces différents enjeux. Donc, ce webinaire, il bénéficie aussi il est aussi organisé en partenariat avec le réseau Cité-Cité. Donc, nous sommes ensemble pour environ 1 heure et quart, et donc avec un temps de présentation de 50 minutes, qui sera suivi par un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, il n'y aura pas de questions entre les deux présentations, mais on prendra l'ensemble de vos questions à l'issue de l'ensemble des présentations. Donc, on a un module Q et R, et c'est sur ce module-là que vous pourrez poser vos questions. On viendra les rechercher. Et le module discussion, chat, lui, sert plutôt à partager des informations comme des liens, d'autres informations que vous souhaiterez partager entre participants. Donc, comme je le disais en introduction, donc ce webinaire est enregistré et vous pourrez disposer de l'ensemble des supports de présentation et du replay également. Donc, c'est le troisième webinaire aujourd'hui qui a été réalisé dans le cadre du programme d'études ARCH. Donc, le premier avait été organisé en 2023 et il portait plutôt sur le sujet de la planification et notamment des PSMV, avec l'exemple du PSMV de Rochefort. L'année dernière, on a travaillé sur le sujet un peu emblématique aussi de notre projet, qui est le sujet des parvis auprès de monuments, avec ce projet emblématique des aménagements des abords du parvis enfin, de Notre-Dame de Paris. Et cette année, donc, le sujet des rivières et patrimoine. Donc, ces webinaires, leurs replays sont donc accessibles. On pourra vous partager les liens. Donc, aujourd'hui, on se propose d'aborder ce sujet de rivières et patrimoine, qui est un sujet qui est assez riche de, de, de sous-sujets. Enfin, quand on a commencé à l'explorer avec Jean-Philippe, on s'est rendu compte qu'il vraiment, il y avait beaucoup de fils à tirer. Et ce qui est sûr, c'est que les cours d'eau sont des pièces majeures de la trame bleue dans les villes et les villages, et qu'ils ont aussi un patrimoine bâti, construit, issu de l'histoire des habitants, qui peut avoir aussi une valeur patrimoniale. On peut voir avec ce moulin à eau, par exemple, à Saint-Cyr-la-Popie, qui, lui bénéficie d'un classement monument historique, mais aussi avoir des valeurs. Parfois, il y a beaucoup de petits patrimoines aussi non classés, mais qui ont pour autant une valeur affective et une valeur d'usage pour les habitants. On a donc, avec les rivières, un enjeu très fort de continuité écologique parce que les rivières, elles abritent toute une biodiversité qui a besoin de pouvoir circuler, mais elle a aussi tout un enjeu de circulation des sédiments. Donc, qui dit rivière dit aussi la notion aussi de berge. Donc, il y a tout un complexe autour de ces cours d'eau qui, en termes de biodiversité, a des enjeux majeurs. Mais on parlait de tout ce patrimoine bâti construit, aussi de nombreux obstacles qui ont été, notamment au cours des derniers siècles, qui ont été érigés le long de ces cours d'eau.
donc qui sont des seuils, des barrages, ou allant même jusqu'à des recouvrements de rivières, comme on peut le voir ici sur la photo de gauche à Morlaix. Et donc aussi beaucoup de canalisation de ces cours d'eau dans les tissus urbains. Ici, avec ces problématiques accentuées avec le changement climatique récent d'inondation, des risques d'inondation aussi derrière le sujet des rivières. On voit par exemple ici le village de Célis de Béarn, donc dans le Béarn, où la rivière est canalisée, elle coule à 4-5 mètres de profondeur dans une sorte de canal. Et donc les dernières années, il y a eu plusieurs très importantes inondations créant des dommages très importants. Donc voilà, on a ce côté aussi de rivières qui ont perdu un peu leur écoulement, leur mouvement naturel. Et à contrario, des exemples comme celui qu'on voit ici de ce cours d'eau à Édimbourg, qui lui a gardé son caractère sauvage sur toute une grande partie et donc et qui est complètement intégré à la ville et qui fait aussi le patrimoine de cette ville d'Édimbourg. Donc on a tout cet enjeu aussi de la forme de la rivière. On a des enjeux aussi très forts en termes de bien-être et de qualité du cadre de vie des habitants, parce que l'eau est associée aussi à des bienfaits qui sont, par exemple, le rafraîchissement urbain, mais aussi la qualité tout simplement du paysage des habitants. Donc, un enjeu aussi social et d'usage assez fort. Et l'enjeu énergétique que je cite en dernier, mais c'est vrai que l'eau aussi, le mouvement peut générer de la, de l'énergie. Et donc, à certains endroits, on peut avoir aussi cette fonction qui est utilisée. Donc, on le voit, il y a de nombreux enjeux qui sont parfois difficiles à concilier et qui peuvent être, même par endroits ou pour certains projets, des sources de conflits. Et pour autant, les dernières années, on a de très nombreux projets qui justement se saisissent de tous ces enjeux. Là, c'est une illustration de quelques projets récents ou en cours, comme par exemple avec cette restauration de la Turdine à Tarare, en fait, cette rivière avait été très aménagée, construite avec de nombreux ouvrages liés à des anciennes industries de teinturerie voilà, et d'impression textile, et donc une activité complètement abandonnée. Et il y a une requalification de l'ensemble de cette friche industrielle, et qui va aussi avec tout un travail du syndicat pour renaturer ce cours d'eau. On peut le voir avec une phase un peu avant-après. Un autre travail ici de débétonisation d'un canal à Bourg-en-Bresse, avec une reconquête d'un important linéaire de berges et puis une création de zones humides. Et à droite aussi un projet de découverte là, et de renaturation d'un autre cours d'eau à Romans-sur-Isère. Avec là, on le voit aussi tout un travail de conception mené par des paysagistes euh, sur ce projet. Et ça montre aussi que voilà, il y a beaucoup de projets aussi qui sont parfois menés du point de vue parfois de la restauration hydraulique, mais sans peut-être avoir l'aspect aussi de conception de l'espace. Donc voilà, on voit que d'un endroit à l'autre, on a aussi des façons de mener le projet avec des acteurs différents autour de la table. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir la présentation en détail de plusieurs projets donc, qui illustrent cette diversité d'enjeux. Donc, le premier à Longwy, avec la découverte et la renaturation de la Chière et de ses berges en abord de monuments historiques. Et les seconds projets, enfin les autres projets qui sont ceux menés par le Parc naturel régional du Haut-Jura, avec la renaturation de la Bienne à Morée et du seuil de Bélédou sur la Sémine. Et donc, ces projets, hop, je vais vous les montrer. Voilà comment va se dérouler ce webinaire. Donc, on donnera la parole tout d'abord à Longwy pour présenter son projet, à Éléonore Nuya et Nicolas Desmith-Plumel. Puis ensuite viendront la présentation de Julien Moronval et Robin Bélier pour le PNR du Haut-Jura. Mais tout d'abord, avant de leur passer la parole, je vais inviter donc mon collègue Jean-Philippe Tessier donc, à nous présenter une actualité, un peu l'actualité du projet Arche, savoir ce que vous allez aussi pouvoir attendre comme ressources issues de ce projet. Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Très bien.
Très rapidement, pour vous donner une petite idée de cette étude, hein, qui est une étude au long cours qui a démarré fin 2022 et qui devrait s'arrêter fin 2025. Donc vous voyez là en rouge notre webinaire. Je vais rentrer plus directement dans le détail de l'année 2025, mais vous voyez qu'on a déjà travaillé sur une analyse d'initiatives inspirantes. On a réalisé un questionnaire, j'y reviendrai. On attaque des ateliers interprofessionnels. On s'est aussi intéressé à quelques études de cas. Et puis plus sur l'année 2025, vous voyez notre webinaire là d'aujourd'hui. On enchaînera avec Sandrine sur la suite des ateliers interprofessionnels que j'évoquerai plus tard. Euh, on attaque l'élaboration du guide final, hein, qui sera un petit peu le point final de notre étude. On va finaliser dans les semaines qui viennent nos 5 études de cas que je vais développer tout de suite. Donc ça, c'est le questionnaire national et les entretiens qu'on a pu mener pendant ces deux dernières années, ce qui nous a permis quand même de collecter de nombreuses initiatives euh, qu'on mettra en avant dans notre guide, qu'on va analyser, bien entendu. Ça, ce sont les cinq carnets de dialogue, cinq études de cas qu'on a choisies en fonction de typologies très différentes, hein. Vous voyez, à la fois des parvis de cathédrales revégétalisées, des enjeux liés à de la planification urbaine avec le PSMV de la ville de Saint-Omer, des enjeux de requalification d'espaces publics dans des petites villes, ici dans le sud de la France, à Vic-la-Gardiole, des enjeux aussi de gestion écologique dans des parcs historiques, à Marly-le-Roi. Et puis des enjeux aussi de création de jardins contemporains dans des sites patrimonialisés, comme le jardin public de la BNF Richelieu à Paris. Vous voyez qu'on essaie toujours, hein, y compris dans nos collectes d'initiatives, de quadriller tout le territoire français le plus possible. En avant-première, un petit peu les maquettes de nos carnets de dialogue. Je vais passer vite. Et puis, à propos de nos ateliers interprofessionnels, donc vous voyez qu'on en a prévu 7, toujours sur des thèmes ou des sous-thèmes spécifiques. Donc, on voulait vraiment, par exemple, avoir un dialogue avec les ABF, mais aussi parler de la planification, évidemment du patrimoine et des cours d'eau. Donc, on en reparlera dans le cadre de nos ateliers interprofessionnels très prochainement, de la gestion écologique, des renouvellements des alignements d'arbres. On a déjà fait les 3 premiers ateliers. On va donc attaquer les suivants dans les semaines qui viennent. Et je vais tout de suite donner la parole à Sandrine, je vais aller très vite, pour enchaîner donc, sur le projet de Longwy. Non, Merci. merci Jean-Philippe, je pense que ça donne une illustration un peu de nos activités. Et puis, n'hésitez pas à vous tenir informé sur la page du projet. On mettra au fur et à mesure les carnets de dialogue. Je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est en courant avril qu'ils vont sortir tous les 5. Donc, dès qu'ils seront prêts, on vous en informera. Donc, maintenant, on va donner la parole donc à Éléonore Mouya, qui est ingénieure en génie de l'eau et elle est chef du service GEMAPI à l'agglomération du Grand Longwy depuis 2018. Et donc, auparavant, elle a travaillé sur un programme de prévention des inondations à Sophie Antipolis aussi. Et Nicolas Destrumel, qui lui est ingénieur paysagiste concepteur. Et donc, il est chef de projet à l'agence AM Paysage depuis 10 ans maintenant. Et il est spécialisé dans la technicité du paysage et la gestion de l'eau. Donc, on vous donne la parole et puis pour une présentation d'environ 20 minutes de projet mené au Grand Longwy. Bonjour à tous. On vous entend bien. Ok, super. Donc là, on prend la main sur le slide. Mais je sais que ça. Là. Ok, super. Alors, donc notre projet au niveau du Grand Longwy porte sur la découverte et la renaturation de la Chière, qui est notre cours d'eau principal sur notre territoire et qui est en abord d'un monument historique qu'on va évoquer du coup dans la présentation.
Donc en introduction, donc on fait un petit contexte historique et patrimonial, vous expliquer voilà le projet le cours d'eau que nous avons redécouvert et les étapes clés, le cadrage réglementaire qu'on a suivi pour aboutir à ce projet. Alors en introduction, enfin, d'où est venue en fait cette initiative, ce projet? Donc ça a commencé la réflexion il y a quand même une quinzaine d'années. Donc on est un territoire avec un fort passé industriel. On avait beaucoup d'entreprises de sidérurgie qui ont complètement transformé en fait les fonds de vallée. On a beaucoup de cours d'eau qui sont couverts sur notre territoire. Et ces ouvrages vieillissent dans le temps, donc au fur et à mesure des années, on porte des diagnostics sur la structure de certains tronçons de ces ouvrages. Et voilà, le constat fait que petit à petit, il y a des endroits où ça se dégrade et donc plusieurs problématiques se posent, notamment donc il y a un risque pour du coup la sécurité publique, mais également pour la prévention du risque, enfin, du coup du risque d'inondation. Et donc à partir de ce constat, c'est pour ça que c'est au niveau donc du service donc GEMAPI, donc c'est tout ce qui porte à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, que c'est pas voilà, c'est nous qui pilotons du coup ce type de projet, puisque du coup on va rentrer par un aspect prévention des inondations. En découvrant aussi les cours d'eau, ça permet de restaurer une continuité écologique. Et là, dans notre cas, ça a permis aussi complètement de requalifier l'entrée de ville. Donc, quelques dates clés. Donc, en 2010, il y a eu le démarrage des premières réflexions de la découverture de la chaire. En 2015, le projet de certains tronçons à découvrir, parce vous verrez, il y a plusieurs tronçons qui sont déjà découverts et qui pourront être découverts, ont été inscrits dans ce qu'on appelle un programme d'action de prévention des inondations, un PAPI, parce qu'effectivement, un projet comme ça chiffre vite et donc il faut, avant de se lancer, trouver des financements. Et donc en 2015-2018, il y a déjà eu un petit tronçon, donc là c'était la ville qui l'avait porté parce que c'était donc des travaux d'urgence. Ils ont découvert en plein centre-ville environ 50 mètres linéaires du cours d'eau. Donc c'était une découverture qui était très minérale comme vous pouvez voir du coup sur les photos. Donc là nous notre projet va avoir d'autres aspects. Et ils avaient, donc là, on va retrouver sur notre projet, garder quand même un aspect du patrimoine industriel passé par les garde-corps, un peu voilà de typologie industrielle. Et donc en 2020, nous on a débuté nos études avec une maîtrise d'œuvre donc qui était constituée donc de un GEROP et de AM paysagiste. Donc Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui sur ce beau projet. Donc en 2020, on a commencé donc la maîtrise d'œuvre et on a réussi du coup à mettre les premiers coups de pelle en septembre 2022. Donc là, on a un projet de l'ordre de 10 millions d'euros pour vous donner un peu une enveloppe voilà, de ce qu'on va vous expliquer par la suite. Et nous sommes accompagnés, donc je vais aussi juste vous dire, donc on a de nombreux partenaires financiers. On a l'Agence de l'eau, la région Grand Est. On a aussi donc des fonds FEDER, donc des fonds européens, et on a également du fonds Barnier, donc de l'État. Et donc, bon, une fois qu'on a posé ce constat, qu'on s'est dit, voilà, c'est parti, on veut découvrir le cours d'eau, mais on veut aussi en même temps, voilà, se saisir d'un projet plus large pour requalifier l'entrée de ville, etc. On a aussi regardé un peu tout ce qu'il y avait autour, et en fait, on se retrouvait vraiment dans un contexte assez particulier, puisqu'on est en fait dans les 500 mètres aux abords des fortifications de Vauban, qui sont du coup des monuments classés au titre donc, des monuments historiques et également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, vous pouvez voir une photo en haut à droite des remparts de Vauban. Donc, comme l'a dit Éléonore en introduction, Longwy est une ville industrielle et qui s'est développée notamment sur un triptyque industriel, à savoir d'une part la pierre, parce que Longwy est aussi une ville d'émaux et de faïence. C'était un des premiers pôles de faïence en France. Et aujourd'hui, plusieurs manufactures d'émaux sont toujours en activité à Longwy. À partir de la fin du 19e siècle, l'industrie sidérurgique, pardon, s'y développe énormément, en faisant même de Longwy la capitale française de la sidérurgie. Et cette activité perdure jusqu'à la fin des Trente Glorieuses,
où aujourd'hui, le dernier vestige historique de cette sidérurgie se trouve au milieu du golfe de Longwy, et c'est le cœur du dernier haut fourneau de la dernière usine. Et enfin, au début du XXe siècle, Longwy franchit une nouvelle étape puisqu'elle passe de ville industrielle à un développement en parallèle, on va dire, de loisirs, grâce à l'arrivée du comte de Saint-Aignan, qui, dans son objectif de rechercher des filons des filons de houille pour s'affranchir des exportations, des importations, pardon, étrangères très onéreuses, procède à des forages et il n'aura jamais trouvé de houille, mais une source d'eau thermale de très grande qualité. Et à partir de ce moment-là, décide de bâtir un complexe comportant un parc, un grand hôtel, des établissements thermaux, des établissements d'embouteillage pour commercialiser l'eau des récollets. Donc un très grand projet qui prend subitement fin, on va dire au premier quart du XXe siècle, avec d'une part le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui mettra un énorme frein à toute cette activité au point que les industries sidérurgiques seront concentrées sur les productions nécessaires à la guerre. Et en 1920, le décès du comte de Saint-Aignan enterre définitivement tous ces projets. Donc la ville d'eau de Longwy sera qu'un rêve. Le grand hôtel, lui, est reconverti en hôtel de ville. L'hôtel particulier du comte de Saint-Aignan devient même un commissariat, puis un hôtel de police. Aujourd'hui, c'est un bâtiment abandonné appartenant à l'État. Et le parc, créé par le comte de Saint-Aignan, le fameux parc des Récollets, qui à sa création avoisinait les 20 hectares, comme on peut le voir sur la cartographie en rose, aujourd'hui, on est réduit à un peu moins de 2 hectares, du fait d'une part de l'urbanisation et de la nécessité de construire pour développer la ville de Longwy. Alors, Longwy, c'est donc un aspect industriel et c'est aussi un aspect, enfin, Longwy a une très forte identité par rapport à sa rivière. On va dire, au début des Trente Glorieuses, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la rivière, la Chiers, fait toujours partie intégrante du paysage de Longwy, puisqu'on la voit sur ces cartographies d'époque à noter. Sur ces photographies d'époque à noter, on voit la Chiers qui est encore visible à l'air libre. À partir des années 1960, on change totalement de discours. L'urbanisation prend le dessus, le développement et la démocratisation de l'automobile également. La rivière devient une contrainte. On décide donc de s'affranchir de la contrainte. On va cacher la rivière, on va la canaliser dans des ouvrages, les fameux ouvrages dont Éléonore a parlé en introduction, qui aujourd'hui commencent à péricliter. À partir de ce moment-là, absence de rivière, absence de discours et de lien avec le parc, finalement, la Longwy perd une grande part de son identité et le dialogue qui existait initialement disparaît, au point qu'aujourd'hui encore, quand on discute sur le chantier avec certains passants, ils découvrent qu'il y avait une rivière sous leurs pieds. Alors, comme l'a dit également Éléonore, au début des années 2010, des études de structure sont pratiquées pour mettre en évidence que certains ouvrages commencent à présenter d'énormes faiblesses et qu'il est nécessaire d'intervenir si on veut pouvoir préserver à la fois la sécurité et le patrimoine de la ville. Donc une fois qu'on a creusé, alors c'est très sommaire, mais une fois qu'on a creusé un peu cette histoire, ce patrimoine et l'identité de la ville, ces éléments fondamentaux et fondateurs, on arrive à en dégager les éléments clés qui permettent de définir un projet, à savoir une forte identité à l'eau, par la rivière, par la source, qui existe toujours, un important patrimoine arboré, puisqu'il reste encore aujourd'hui de très beaux vestiges de l'ancien parc du comte de Saint-Aignan et notamment encore l'enclave actuelle du parc des Récollets. L'avenue de Saint-Aignan est également historique, avec notamment certains bâtiments comme le Longwy Palace, qui sont des bâtiments art décor et véritables emblèmes de la ville. Le parc et sa rotonde, qui sont également des éléments qui s'inscrivent à l'époque du comte de Saint-Aignan. Et c'est aussi un enjeu de mettre en valeur, de faire ressortir cet héritage patrimonial par le triptyque pierre, acier et eau, que l'on a souhaité nous réintroduire dans le cadre du projet et que vous pourrez voir un peu tout au long de la présentation. Et puis, outre l'aspect patrimonial, il y a aussi les enjeux d'aujourd'hui, qui sont les enjeux environnementaux importants, qui ont été un des axes nécessaires et on va dire, immédiats de réflexion sur le projet, c'est-à-dire
réussir à restituer l'eau à son milieu naturel en désimperméabilisant, recréer des habitats pour la faune et la flore, puisque sans eux, rien ne pourrait exister, et également réduire le phénomène d'îlot de chaleur, c'est-à-dire réussir à ramener de la fraîcheur en ville dans des espaces qui sont généralement très minéralisés. Alors, donc au niveau du projet d'aménagement, donc pour le présenter, donc tout à l'heure vous avez vu que au-dessus de la rivière, en fait, c'était un parking. Donc là, l'objectif, ça a été de découvrir sur 165 mètres linéaires et sur une largeur de 35 mètres. On a traité du coup le mur, donc au niveau de la voirie, donc en rive gauche du coup de la Chière. On a dû refaire un mur de soutènement pour maintenir du coup la route départementale qui se situe au-dessus. Ce mur, on l'a habillé avec une matrice et des gabions en pierre calcaire. Donc on verra des photos par la suite, ça sera plus parlant et qui sera également végétalisé. On a essayé de reconstituer en fait le plus naturellement possible la chair, mais alors du coup on avait pas mal de contraintes parce qu'on n'avait pas un grand espace, parce qu'on n'avait que 35 mètres de largeur. Donc faire un méandrage, c'était assez compliqué parce que il y avait aussi, bon bah voilà, aussi des enjeux politiques. Les élus ont quand même souhaité garder un parc, donc c'est pour ça on a réouvert, mais ça reste quand même assez linéaire. On a par contre réaménagé donc la berge en rive droite en faisant aussi également des gradines. Donc là, l'effet de vague que vous voyez. Et en fait, chaque niveau de gradine, vous le verrez sur les photos, permettra par contre par la suite d'encaisser en fait les crues de la Chière. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les ouvrages souterrains permettaient d'accueillir la crue centenale, qualifiée de centenale à l'heure actuelle au sein du plan de prévention de risque d'inondation, le PPRI. Et donc, l'idée, c'était quand même d'avoir le parc qui puisse absorber la même capacité que l'ouvrage. Donc, il avait vraiment été, enfin, en tout cas, la topographie du parc a été faite de façon à pouvoir encaisser ce débit. Et en même temps, ces gradines vont permettre à la population de se réimprégner complètement du coup, bah, le parc et de le rendre beaucoup plus qualitatif. Parce que c'est vrai que les dernières années, ça perdait un petit peu en qualité. Et donc, en même temps, ça a permis là, de revitaliser complètement l'entrée de ville de Longwy. Donc aux abords du parc, on a pris aussi le parti de recréer donc des belvédères et des points de vue sur la Chière. Donc à peu près donc aux endroits où vous voyez, ouais, aux endroits du coup où vous voyez les petits ronds rouges. Donc ça c'est tous les points de vue qui ont été créés. Il y a également eu une requalification de l'avenue de Saint-Ignon. Donc il y a une ambiance qui a été voilà choisie, des revêtements. Et ça a également permis de désimperméabiliser une bonne partie en fait du secteur. On verra juste après. On a reconstitué aussi des piles maçonnées au niveau des portails historiques du parc. Donc en fait, en haut du parc, vous voyez les alignements d'arbres. Donc ça, c'est historique, c'est ce qu'on appelle le mail historique. Du coup, de part et d'autre, il y a des entrées qui sont donc retravaillées dans le cadre du projet. Et à droite, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle la rotonde. Et c'est sous cette rotonde qu'aujourd'hui nous avons la pompe qui permet de prendre la source des récollets, qui va venir du coup alimenter à peu près à la moitié de l'image au niveau ben, du bassin, la fontaine existante qu'on a gardée à l'existante. Et on a retravaillé en fait le chemin de l'eau jusqu'à la rivière. Alors, on vous parle d'eau de la source, d'eau de la Chière, mais on a aussi voulu traiter, comme on vous le disait précédemment, l'eau de pluie, l'eau qui s'écoule naturellement sur le site, pour favoriser l'infiltration naturelle et le rechargement notamment des nappes phréatiques, contribuer au rechargement des nappes phréatiques. Alors, vous avez en partie supérieure un état des surfaces avant projet, c'est-à-dire que toute la partie rouge était un parking et la voirie de l'avenue de Saint-Ignon sur l'ouvrage de couverture de la Chière et toute la partie verte et orangée clair, le parc des Récollets. Donc à ce moment-là, on avait plus de la moitié qui était traité en surface imperméable, des bétons, des enrobés, à peu près 1500 mètres carrés, à peine 10% traités en surface semi-perméable, donc généralement du sablé ou du gravier,
et un petit peu moins de 5000 mètres carrés de surface perméable, de plantation, de massif, d'engazonnement. Le travail de découverture a permis d'inverser radicalement de cette tendance-là, puisque de 8400 mètres carrés de surface imperméable, on en est arrivé à 2700 mètres carrés, donc un petit peu moins d'un cinquième de la surface. On a également plus que doublé les surfaces semi-perméables en utilisant notamment des revêtements poreux et des revêtements infiltrants. Et par contre, on a quasiment doublé les surfaces perméables par les plantations, par l'engazonnement, par la restitution de la chair à l'air libre et de la reconstitution d'un lit de rivière naturel. Alors, pour aboutir à la réalisation de ce projet, on est passé par un certain nombre d'étapes clés. Donc, voilà, on a eu tout d'abord le dossier de conception qui a été réalisé par notre maîtrise d'œuvre. Suite à cela, on a travaillé sur le dossier loi sur l'eau, puisqu'en fait, ce type de projet rentre voilà, dans des rubriques qui induisent certaines démarches qui peuvent être plus ou moins lourdes. Donc là, nous, sur notre projet, on était en déclaration. On a également fait un porté à connaissance sur le volet biodiversité. Alors, on n'avait qu'une espèce vraiment présente qui était protégée, c'était donc la chauve-souris. Mais quelque part, on a eu un peu de chance qu'elle n'était pas, elle n'était pas présente dans l'ouvrage qu'on allait démolir. Donc là, nous, on a juste eu à faire un porté à connaissance pour mettre en place une méthodologie pour abattre certains arbres qui pouvaient être potentiellement des gîtes à chauve-souris. Ensuite, on a également déposé un dossier d'examen au cas par cas auprès de l'État pour savoir si on devait par la suite faire une évaluation environnementale au vu de notre projet et du coup de son impact en travaux et post-travaux. On n'a pas, on en est resté du coup à l'examen au cas par cas. On a aussi dû donc demander une occupation temporaire du domaine public, puisque là, on fait des travaux sur du coup le foncier de la ville. Et je l'ai pas précisé en introduction, mais ce projet on l'a porté en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Longwy, puisqu'en fait, nous, au niveau de la communauté d'agglomération, on est donc compétent sur la GEMAPI, mais tout ce qui était aménagement urbain sont portés par la ville de Longwy. Sauf que pour simplifier la démarche, on voulait qu'il y ait seulement du coup un maître d'ouvrage en entrée. Donc, il a été décidé que le Grand Longwy porterait de manière globale le projet. Et donc, suite à ça, on a également été soumis donc à un permis d'aménager du fait qu'en fait, on était dans les 500 mètres du coup des monuments historiques. Donc ça, c'était un dossier assez lourd, ouais, conséquent. Donc, on a beaucoup travaillé du coup avec la maîtrise d'œuvre. Donc, on a dû contextualiser tout le site, expliquer toutes les parties des aménagements, les enjeux, les objectifs, définir tous les matériaux qu'on allait mettre, qui allaient composer du coup le projet. Et ça a été soumis, enfin voilà, le plus gros décideur quand même sur ce permis d'aménager, ça a été les architectes des bâtiments de France, tout à fait. Et donc un peu pour vous expliquer les échanges avec l'architecte des bâtiments de France, que c'est vraiment un projet qui a été co-construit avec eux. On a beaucoup travaillé avec eux sur l'identité, la teinte de la matrice des murs d'ouvrage, la forme, les teintes des portiques d'ouvrage à l'amont et à l'aval. En fait, on a dû reconstituer en fait des portiques pour la sortie de la chaire et puis pour l'entrée de nouveau de la chaire dans l'ouvrage. C'était des points assez techniquement particuliers puisque voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ces sections. On a également travaillé avec eux sur les teintes et les granulométries des pierres. Donc là, donc vous voyez sur la photo de gauche, on a donc en fait fait une matrice sur le haut du mur. Et initialement, l'ABF souhaitait qu'on puisse peut-être du coup le peindre. Donc on avait fait plusieurs propositions de teintes. Et finalement, en fait, on est resté sur voilà, le plus sobre sur la couleur du coup du béton, ce qui rend enfin très bien aujourd'hui. Et après, du coup, on a les gabions qui viennent recouvrir en partie le mur, où là, pareil, on a dû échanger avec lui sur quelle carrière, la taille, etc. L'appareillage aussi, au maximum, il souhaitait que ce soit appareillé à la main, mais sauf qu'on a 164 mètres linéaires. Donc voilà, on a dû trouver vraiment des compromis pour avancer sur ce projet.
et des compromis aussi ben, sur le volet financier, puisqu'effectivement, nous, notre idée, ben, voilà, c'était de répondre au maximum aux demandes paysagères. Sauf qu'en face, pareil, en fait, on avait un certain budget disponible. Donc, voilà, on a trouvé des compromis. Donc là, quelques photos. Hop, un peu C'est allé un peu vite. Donc, très rapidement, sur les dernières secondes qu'il nous reste pour cette présentation-là, vous avez sur la photo de gauche le site tel qu'il était avant travaux avec la chière ouverte par le stationnement. Puis quelques photos en cours de chantier. On voit notamment sur celle du bas la chière qui est déviée pour permettre la démolition de l'ouvrage et la construction du nouveau mur de soutènement de l'avenue. Et aujourd'hui, vous avez le site qui est à peu près dans cet état-là. Alors les travaux un peu plus avancés. Mais voilà, le parc sort de terre, les aménagements touchent à leur fin, toutes les gradines ont été posées. Aujourd'hui, on est à plus de 90% des plantations faites et la chière a enfin retrouvé un cours d'eau et une trajectoire normale à ciel ouvert Voilà. Et fin des travaux estimés à bah là, mai 2025. à mai 2025. Ouais. Voilà. Voilà. Merci à tous les deux. Euh, Effectivement, la question des plantations, enfin, c'est vrai que c'est un format court pour vous, pour présenter, donc vous n'avez pas pu l'aborder, mais s'il y a des questions des Aucun participants souci. là-dessus, Ouais. vous pourrez certainement compléter, parce que là, c'est vrai que ça, on voit un peu avant plantation, donc c'est intéressant aussi de savoir comment vous avez imaginé aussi cette réouverture au niveau voilà, au niveau de cet aspect-là. Je vais inviter maintenant, merci Éléonore et Nicolas, donc à tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Je vais inviter donc Julien Moronval et Romain Bélier à allumer leur caméra et leur micro. Merci à tous les deux. Donc Julien Moronval donc, est hydrogéologue. Il est chef du service Grand cycle de l'eau GEMAPI au Parc naturel régional du Haut-Jura depuis 2018. Donc, c'est vrai que c'est un des 5 parcs naturels régionaux de France qui possède cette compétence, GEMAPI. Donc, dans son service, il supervise les actions qui sont liées à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations sur plusieurs bassins versants. Et donc, avant de rejoindre le PNR, il a travaillé aussi plusieurs années en maîtrise d'ouvrage au sein d'un syndicat, mais a aussi exercé en tant que chargé d'opération à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pour ce qui est de Romain Bélier, donc, il est titulaire d'un master en écologie et développement durable. Donc, il est actuellement chargé de mission Grand cycle de l'eau au PNR du Haut-Jura. Il pilote la gestion de 2 bassins versants en mettant donc en œuvre des projets de restauration et de préservation des milieux aquatiques. Et avant de rejoindre le PNR, il a coordonné des études et travaux de compensation liés à un projet de ligne à grande vitesse. Et il a également contribué à la mise en place de la GEMAPI pour 2 collectivités, donc Tours Métropole et Haute-Corrèze Communauté. Donc merci à tous les deux. Je vais vous laisser prendre la main pour le diaporama et vous laisser pour votre présentation de 20 minutes. À tout à l'heure. Bonne question. Très bien, merci Sandrine. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux connectés. Alors, avec mon collègue Romain, on va vous parler de 2 projets. L'un, et je vais vous spoiler tout de suite, qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est des fois facile de parler des projets qui marchent bien et c'est aussi parfois instructif de parler des projets qui ne fonctionnent, qui n'ont pas fonctionné. Et on va commencer par celui-là pour quand même finir sur une note un peu plus positive. Donc, le premier projet dont je vais vous parler avant de céder la place à Romain, c'est le projet de restauration de la continuité écologique sur un cours d'eau qui s'appelle la Semine, que je vous situerai tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce projet, un petit mot, mais vous devez déjà toutes et tous bien connaître ça, sur ce qu'on appelle obstacle à la continuité. Hein, ça répond à une définition réglementaire. L'obstacle à la continuité, c'est l'ouvrage qui ne permet pas la libre circulation des espèces, donc qui perturbe en fait leur cycle de vie, qui empêche, ça a été dit tout à l'heure aussi par Sandrine en introduction, et c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, GEMAPiens, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, qui sont une composante extrêmement importante et indispensable à la fonctionnalité de nos cours d'eau, qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques et qui affectent aussi l'hydrologie des réservoirs biologiques.
Et donc, effectivement, en toute logique, pardon, j'ai passé une diapo un peu trop vite, je reviens. Voilà, en toute logique, la continuité, c'est la libre circulation des organismes vivants, leur accès aux zones indispensables à la reproduction, la croissance, leur alimentation, leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques. Vous avez déjà là ici en photo un exemple d'arasement d'un seuil sur un cours d'eau. Donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ça vous donne aussi une petite idée aussi du cadre d'intervention qu'on peut avoir, puisque nous, voilà, on est le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura. On a la chance de travailler dans un environnement qui est quand même, voilà, plutôt naturel et plutôt agréable. On a encore de beaux cours d'eau, même si vous allez le voir, il y a encore du travail pour atteindre leur bon fonctionnement et même sur le volet qualitatif. Alors, les travaux de continuité, en quoi ça consiste? On a trois outils, le dérasement, l'arasement et puis l'aménagement avec des passes à poissons. C'est pas forcément l'objet de rester trop longtemps là-dessus. Par contre, effacer un ouvrage, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça permet? On a parlé de la continuité piscicole. Effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'enjeux à ce que les espèces piscicoles puissent soit se déplacer pour se reproduire, soit également se déplacer pour accéder à des zones de refuge, c'est-à-dire des zones où la température est suffisamment fraîche pour tout simplement rester en vie. La température létale, par exemple, pour la truite, qui est, nous, des espèces salmonicoles, donc on a le plus dans nos cours d'eau, c'est 23 degrés. Au-delà de 23 degrés, la truite, elle meurt. Donc, si elle ne peut pas se déplacer pour aller dans les zones plus fraîches parce qu'elle a des obstacles qui l'empêchent de se déplacer, eh ben, on a une forme de responsabilité aussi sur la persistance de cette espèce. Le rétablissement de la continuité sédimentaire, avec un meilleur fonctionnement de la rivière et une meilleure résilience du milieu. La lutte contre les inondations, parce qu'effectivement, en fait, les ouvrages ont une tendance à créer des risques de surinondation à leur amont. En période estivale, limiter les phénomènes de réchauffement des cours d'eau en supprimant les zones stagnantes, parce qu'effectivement, un ouvrage, ça crée une retenue. Une retenue, ça fait un peu l'effet bassine au soleil. Et là où intuitivement, on a tendance à dire, ça garde de l'eau, en fait, ça en garde dans l'aspect, mais on augmente fortement l'évaporation. Donc, on n'en garde pas tant que ça, finalement. Et comme il y a des impacts sur la question sur la température, il y a aussi des impacts sur le bon état physico-chimique et biologique du cours d'eau. Il y a une multiplicité d'acteurs, et on va y revenir après, qui gravitent autour de ces projets. Il y a évidemment la structure gémapienne, qui peut être maître d'ouvrage, les propriétaires d'ouvrage, les collègues de Louis ont parlé de la question de l'accès au foncier. On est rarement chez nous, même on n'est jamais chez nous. Quand on a des projets, on a des usagers de la rivière. Ça, c'est important. Ça peut être des riverains, des pêcheurs, des canyonneurs, des kayakistes, des hydroélectriciens. On a un milieu associatif aussi, à la fois avec, on va dire, des associations qui parfois sont sur des objectifs qui ne concordent pas systématiquement. C'est tout le sujet dont on parle aujourd'hui, ces enjeux de préservation du patrimoine et de préservation du patrimoine, on va dire, bâti, architectural, culturel et du patrimoine naturel. On a, alors c'est une vieille diapo mais que j'ai recyclé, mais pas l'AFB, mais l'OFB maintenant, bien entendu, les collectivités et puis les financeurs, et puis voilà, j'en passe, tout dépend des cas particuliers dont on va parler. Alors quand on travaille sur ces questions d'ouvrage et de continuité, on se heurte à pas mal d'idées reçues, à pas mal d'affects aussi. Et cette question du patrimoine, en fait, elle est prégnante dans ces sujets-là, parce que pour beaucoup de gens, ce qui est normal, complètement, c'est un patrimoine, voilà, paysager, local. Les gens, et voilà, ils ont une habitude liée à ce qu'ils connaissent, à ce qui les environne, à leur environnement direct. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre? On peut entendre voilà, des propriétaires d'ouvrages qui disent je ne veux pas perdre mon droit d'eau. Ou alors, l'inverse, ça m'arrangerait bien qu'on enlève ce seuil, il me coûte cher à entretenir. Qu'est-ce qu'on peut entendre encore? Ce seuil, c'est mon grand-père qui l'a construit. Là, on touche vraiment à l'affect. On est vraiment sur cette notion aussi de toujours un peu de patrimoine, mais de patrimoine presque voilà, familial, quoi. Sans le seuil, je vais être inondé aussi. Voilà, des choses comme ça. Voilà, je pourrais m'en servir pour produire de l'hydroélectricité. Effectivement, on est au cœur de sujets qui sont. On est au cœur, en fait, sur ce sujet-là, d'injonctions un peu contradictoires sur des sujets environnementaux. D'un côté, on a tout intérêt à rétablir la continuité écologique et je ne m'appesantirai pas sur le sujet parce que voilà, ça peut être vraiment très long. Et d'un autre côté, on est aussi dans une période où on a tout intérêt à produire une énergie
renouvelable, verte, voilà, on l'appelle comme on veut. Donc, c'est toujours des sujets complexes. Et puis, on a nos riverains. Les riverains, bah voilà, je viens toujours me promener ici, après, ce sera différent. La notion, voilà, un peu de patrimoine paysager local, d'habitude. En supprimant l'ouvrage, il n'y aura plus d'eau l'été. Qu'est-ce qu'on peut entendre encore? Attendez, je sais pas, ça s'affiche. Voilà, quand j'étais petit, il y avait des truites. Sans seul, il n'y aura plus de poissons non plus. Parce qu'effectivement, des fois, on les voit plus facilement dans une retenue que dans une rivière courante. Donc, plein de sujets, en fait, avec au sein d'un même groupe d'acteurs, des postures parfois favorables, parfois défavorables aux opérations de continuité. Et d'où la nécessité de concerter. Mais avant de parler de concertation, justement, je vais rentrer un tout petit peu plus et rapidement sur ce cas concret du seuil de Bélédou. Alors, le seuil de Bélédou, vous l'avez ici. Je ne sais pas pourquoi il apparaît pas très clair. Ah, voilà. Donc, on est... mince, c'est trop vite, voilà. On est sur un ouvrage qui est situé sur la Semine, hein, qui est un affluent de la Valserine, qui est elle-même un affluent du Rhône. Et on est dans un contexte très naturel. Voilà, on est dans un système plutôt de gorge. Un ouvrage qui revêt quand même, on peut le reconnaître très volontiers, un caractère patrimonial. Voilà, visuellement, on est quand même sur de la pierre de taille. Il faut savoir que ce type d'ouvrage, c'est pas ce qu'on trouve souvent chez nous, hein. On est plutôt d'habitude sur des ouvrages plutôt maçonnés, voilà, moissonnés, ferraillés, enfin des choses qui, pardonnez-moi l'expression, mais sont pas très sexy en tout cas en termes visuels et en termes patrimonial. Là, c'est pas tout à fait le cas, et c'est assez rare. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas assez mesuré justement. Alors voilà, ça c'est pour vous resituer, hein. Globalement, voilà, le Rhône est là, la Valserine est ici, notre seuil c'est la petite étoile ici. Et comment vous situer simplement? Eh ben ici on est à Genève en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici on est à Genève. Et effectivement, quand on a voulu attaquer cette opération, eh ben le projet a été très fortement contesté. Je vous montre quand même là, voilà, hein, des banderoles qu'on avait pu voir fleurir. Voilà, massacre du barrage du Vieux Moulin, le parc du Haut-Jura, où le parc du Haut-Jura passe, la nature trépasse, ainsi que l'argent public stop. C'est voilà, c'est des choses en fait que sur ce projet-là, on n'avait pas suffisamment identifié, notamment. Et ça, c'est la faiblesse une des plusieurs faiblesses de ce projet-là à l'époque, hein. Euh, on n'avait pas suffisamment travaillé sur la compréhension du chantier et ses enjeux par les habitants. Alors, localement, c'est une action isolée et surtout, pour en revenir à notre sujet du jour, euh, eh ben, en fait, on s'était pas rendu compte du fait de cet ouvrage qui nous paraissait, nous, en fait, très isolé dans un secteur de gorge, pas très accessible, eh ben, de l'attachement de certains habitants à cet ouvrage abandonné, hein, parce qu'il n'y a pas d'usage, hein. Là, on est sur un ouvrage, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de moulin à côté, hein. Il y a il y a juste un seuil. Donc, c'est aussi pour montrer que bah, c'est malgré en fait des fois l'a priori qu'on peut avoir nous techniciens et puis nos élus, voilà, suivaient, hein, il n'y avait pas de souci. On peut sur ces sujets-là être confronté à des difficultés. Alors, comment on a quand même essayé de travailler sur ce sujet-là? On a quand même fait une première phase de chantier, travailler avec la formation d'un collectif enfin, travailler avec la discussion avec les habitants, travailler la pédagogie avec les habitants, suite en fait à la formation d'un collectif de contestation. Et en 2018, c'est posé la question de la poursuite du chantier. Et voilà, pour vous le dire très clairement, c'est un chantier qui a été abandonné, malheureusement, parce que typiquement, on n'avait pas, et il faut aussi être en capacité de le reconnaître. Et Romain, je vais lui passer la parole dans quelques instants, vous montrer un exemple beaucoup plus positif, suffisamment identifier ces enjeux en fait de perception et de perception du patrimoine par la population. Donc voilà, quelques précautions à prendre, c'est associer largement, prendre en compte tous les usages, communiquer pour mieux comprendre, et ce pour une meilleure acceptation sociale et écologique de ce type de projet. Bien rencontrer, expliquer les travaux, le phasage du chantier, le suivi, prendre en compte tous les sujets. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'était un ouvrage qui servait aussi en départ de parcours de canyoning. Donc les gens, c'était le premier saut. Alors même pour les sociopos du canyon, ça c'est pareil, on n'avait pas bien identifié ce sujet-là. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour aussi, sur des projets qui sembleraient comme ça simples, enfin simples, techniquement, hein, et ben en fait, on a pu se confronter à des difficultés
et qu'on a eu du mal, voire pas la capacité de lever à l'époque. Évidemment, c'était, donc là vous avez vu les dates, hein, entre 2016 et 2018. Aujourd'hui, compte tenu de cette expérience, on l'a bien entendu, bien prise en compte, et on a pu travailler très largement, et Romain va vous le démontrer dans la seconde, sur des projets pardon, de restauration, de continuité écologique avec succès. Je te passe la parole, Romain. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire vite sur un sujet qui pourrait prendre 2 heures d'exposition. L'échappée Bienne, très rapidement, pour vous situer, effectivement, on est sur le Haut-Jura, on est dans une ville avec un fort passé industriel. On était sur le bassin de la Bienne, alors ça fait assez écho à ce qu'on a vu avant, mais vous étiez dans le bassin top 3 européen de tout ce qui était plasturgie, lunettes, taille de diamant ou industrie de luxe pour les lunettes, etc. Donc, gros bassin industriel. Et c'est quelque chose que la ville de Morée voulait à tout prix casser parce qu'on est dans de la déprise à l'heure actuelle. Et c'est des villes un peu de moyenne montagne où c'est très difficile de casser cet aspect industriel. Donc il y avait un vrai choix urbain de retrouver une circulation le long de la rivière, de retrouver des espaces publics, de s'affranchir des anciennes passerelles qui avaient été construites un peu, entre guillemets, à l'arrache à l'époque pour des choix tout simplement de passer d'une entreprise à l'autre, etc. Et ils ont fait appel notamment à aussi des concours d'architectes sur les passerelles, mettre en place des œuvres d'art et un mobilier urbain dédié. Et nous, on a pris le train en route lors de la prise de compétence en 2018, parce que c'est un projet qui a été initié en 2016, sur le volet cours d'eau qui au départ se localisait que sur la partie centre que vous voyez en jaune, avec un travail très très urbain de la rivière et pas forcément un travail très axé sur une restauration écologique. Et on a pris le train en route avec les Jamapi et on a pu développer un projet sur 2 km où on s'attaque à 8 seuils sur les 2 km et notamment à une restauration morphologique. Et j'insiste aussi sur quelque chose qui est assez important, c'est qu'on a essayé de retrouver un lien social avec la rivière et pas que ce soit juste perçu comme un canal au milieu de la ville. Et on a demandé à ce qu'il y ait des accès qui soient refaits, et notamment on en recrée certains nous-mêmes, sur chaque zone de chantier pour que les gens puissent réaccéder à la rivière. Je passe tout de suite à la diapo suivante, comme ça. L'idée, c'est que vous voyez un maximum de photos. Après, comme ça, quand vous aurez les supports, vous pourrez vous balader dedans, mais je serai obligé des fois de passer rapidement sur les photos. Là, c'est plus à titre d'information, mais il y avait une vraie stratégie générale qui avait été faite par Moré d'études préalables, notamment sur les déplacements de population. Il y avait un bureau d'études, donc de mémoire, c'est Trait d'Union qui est le mandataire principal du marché, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant Indigo, pour les gens pour qui ça parle, basé à Lyon. Et ils ont fait toute cette étude sociologique en amont pour essayer d'évaluer ce que les gens veulent, etc. Et notamment les quartiers prioritaires dans la ville. Voilà. Je ne me rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée, c'était que vous avez un peu les idées principales et la Bienne notamment ressortait comme un peu une colonne vertébrale au milieu de la ville et un besoin de reconnecter à la Bienne et de retrouver ce lien à la rivière. Là, ce que je vous mettais, ils se sont aperçus aussi qu'il y avait un réel besoin de balade à pied, balade à vélo. Donc, c'est un peu les enjeux, c'est dans l'air du temps. Et c'est aussi pour ça que eux, derrière, ils ont essayé de développer une piste cyclable qui fera 4 km de long, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et je vais vous le montrer sur les photos suivantes. Vous allez voir que Morée est une ville très enclavée. Et on est dans quelque chose qui est loin d'être simple. Alors, je ne sais pas pourquoi ça défile tout seul. Peu importe. Je reviens juste en arrière 2 secondes. Voilà, il y a eu des projections de fait à la population. Alors, tous les panneaux que je vous montre là, hein, c'est des choses où nous, au niveau usage, ça a été partagé en mairie. Il y a eu des enquêtes publiques de fait auprès des gens. Donc, très honnêtement, là, pour le coup, l'aspect usager a été très bien pris et très en amont. Et même comme ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent quand même à ce type de projet. Et nous, de notre côté, hein, sur la question des seuils, qui est un débat qui déchaîne les passions en France, et notamment par rapport à l'enjeu énergétique, on a eu une étude préalable qui a évalué le potentiel de ces seuils hydroélectriques. Parce que là aussi, des fois, les gens, c'est pas qu'ils se font des fils, mais on a l'impression que vous pouvez tirer de l'énergie à partir de n'importe quel type de seuil. Alors techniquement, oui, hein, vous pouvez allumer une ampoule, mais de là à faire une transition énergétique avec, faut peser le pour et le contre. Et donc, on a évalué le potentiel et ça a permis de mettre les élus autour d'une table et de dire, OK, voilà, vous avez 7 seuils. Sur ce tronçon-là, ils sont dans les secteurs prioritaires. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de chaque seuil? Donc, on a fait ce travail préalable et on a évalué un peu le potentiel. Ça, c'est une petite diapo que je voulais vous montrer qui sont les crues de 1910 parce que pareil, quand vous communiquez auprès des gens, je pense que souvent on oublie qu'il y a une rivière dans les villes et on oublie l'aspect patrimonial des rivières.
Et ce qui fait un peu écho, je trouve, au niveau du patrimoine en général, c'est que le point de référence est super important. Si vous prenez un point de référence d'il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans, ça change tout. La rivière à Morée, il y a 300 ans, elle passait pas dans ce lit-là et elle passait en plein milieu de Morée probablement. Et c'est pour ça qu'en 1910, la Bienne a essayé de repasser dans d'autres linéaires de Morée. Et c'est toujours intéressant de retrouver les photos historiques et de le montrer aux gens parce que c'est sûr que les gens vont vous dire, moi, j'ai jamais connu d'inondation à Morée. Bah oui, mais c'est arrivé, vous étiez pas né. Donc en fait, le niveau de référence est super important à présenter aux gens et je pense que d'un point de vue patrimonial, c'est un peu la même chose. Ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme patrimoine et à quelle époque. Voilà, là vous avez une photo un peu du contexte. Alors juste en termes de grand budget, les travaux urbains que vous allez voir au niveau de la ville dont on parle, à Morée, c'est à peu près 5 millions d'euros sur 3 ans pour faire les pistes cyclables, les parcs, les skateparks, les lieux de détente, etc., les passerelles aussi. Et nous, les travaux cours d'eau, c'est à peu près 1,4 million sur 3 ans. Donc là, vous avez la tranche 1 qu'on a fait de mémoire en 2023. C'est à peu près 300 000 euros hors taxes de travaux financés par l'Agence de l'eau de la région. Et vous verrez qu'on a répété le schéma. Et c'est juste pour vous montrer le contexte très canalisé de la Bienne dans Morée, donc mur de 3 mètres de haut et compliqué d'accès. Et notamment, dès que vous intervenez, il faut bouger tous les réseaux. Donc ça a ses conséquences derrière. Je défile volontairement parce que l'idée, c'est que vous voyez un peu en photo les images. Voilà un peu des idées aussi des projections qui ont été proposées aux habitants lors des consultations publiques en amont. Donc vous voyez, hein, on est sur une rivière avec des murs, pas d'accès, etc. Donc il y avait un réel souhait de la ville, notamment sur ce qu'on appelle les quais Jobé là-bas, donc c'est au niveau de la mairie, que les gens puissent descendre et de faire une intégration un peu urbaine, moderne, dans un contexte plutôt ancien. C'est un peu la projection que vous voyez là-dedans. Et du coup, un traitement du cours d'eau qui est un peu plus moderne dans sa partie centrale et un peu plus naturel dans ses parties aval et amont. Là, c'est aussi une petite idée qu'on avait eue d'envoyer des flyers à la population pour essayer de les préparer à un gros changement de paradigme, on va dire, au niveau d'un cours d'eau, c'est-à-dire vous allez perdre un peu l'aspect seuil, eau stagnante, l'effet miroir, des choses comme ça qui sont très appréciées des gens en général. Mais en même temps, c'est des endroits où ça chauffe énormément. C'est des îlots de chaleur en ville, c'est des rivières inaccessibles, c'est des rivières lentes et segmentées, et c'est quelque chose qui, à terme, ne pourra pas subsister. Et donc, vous voyez la situation projetée à droite. C'est ce qu'on a essayé de se rapprocher en termes d'exécution. Et vous voyez on a aussi basé sur l'aspect dynamique, retrouver des usages et retrouver des accès pour les gens. Voilà grosso merdo, et je trouve que ça se rapproche plutôt bien par rapport à la photo d'origine. Alors c'est sûr qu'en fonction de l'œil que vous aurez d'un aspect patrimonial ou rivière ou écologue ou que sais-je, on n'aura pas tous la même analyse de ça. Mais l'enjeu de retrouver des rivières vivantes et qui surchauffent pas trop dans les centres-villes, ça devient super important. Et je trouve que vous voyez la photo de droite, si vous imaginez qu'on a fait des travaux aussi lourds là-dedans, on n'a pas l'impression qu'on soit passé tant que ça à ce niveau-là. Je continue. Voilà au moment des travaux ce que ça donnait quand même. Donc il faut imaginer que j'ai pas forcément cité les entreprises, donc c'était VCMF et en maîtrise d'œuvre Dynamique Hydro qui nous ont aidés sur ces seuils-là. Il faut imaginer que quand on a commencé à travailler là-bas, déjà, il fallait descendre avec des engins spécifiques. Et en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le point de référence est important, c'est qu'on pensait que c'était par exemple des pierres maçonnées qui datent d'il y a très très longtemps, etc. Et puis finalement, on est tombé dans une dalle en béton armé qui date probablement après la Seconde Guerre mondiale. Donc un seuil peut avoir plusieurs vies et plusieurs reprises d'année en année. Vous voyez que les arches, par exemple, vous voyez sur les photos ici, ont été bouchées bien avant qu'on intervienne, etc. Donc c'est important cet aspect évolutif de la rivière qui change au gré des décennies. Là, c'est plus à titre d'information, si vous voulez regarder, on a toujours déployé la même intervention à chaque seuil sur lesquels on intervenait. Donc là, vous voyez, c'est plutôt des seuils en béton armé. On démontait le seuil, on essayait de s'affranchir de la rivière qu'on mettait sur le côté ou on busait sur le côté pour ne pas avoir le moins d'eau possible. Et là, vous voyez une photo en bas à droite où vous voyez le cours d'eau restauré. Ça, c'est tout de suite après travaux. Et là, je vous montre en haut à gauche une image quasiment quelques mois après travaux. Vous voyez que la rivière tout de suite réagit assez bien et reprend un peu ses droits, entre guillemets. Et là, vous voyez une photo alors qui est loin d'être terminée, on est d'accord, mais ça vous donne une idée de l'aspect du traitement moderne. Donc, il y a eu la réparation des vieux murs à droite et à gauche de la zone qui a été modernisée, entre guillemets. Et l'idée, c'est que ce soit un peu des quais bas où les gens
puissent venir se poser l'été avec quelques jardinières en fleurs, etc. Et notamment toutes les plantations des arbres, cette fois, seront en haute berge pour retrouver des alignements d'arbres, retrouver un aspect urbain historique qu'il y avait dans le centre de Morée avant. Je continue. Donc là, je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus. On a répliqué la même chose, mais sur 2 km. Donc à chaque seuil, on intervient, on descend avec la pelle araignée, on enlève le seuil, on stabilise le long des murs en remettant des enrochements, etc., qui sont intégrés dans la rivière, et après, on remet en eau la rivière. Donc là, vous voyez quelques photos, hein, c'est plus à titre informatif. Et je ne l'ai pas forcément redit, on essaye aussi de replanter en pieux de saule dans les lits directement de la rivière pour que cette fois, la végétation soit bien au niveau du cours d'eau et pas forcément dans un mur ou en amont d'un mur. Ce qui fait que quand vous avez des arbres qui tombaient, bah, vous arrachez la moitié du mur. Là, je vous montre un cas spécifique d'un seuil qu'on pourrait considérer, entre guillemets, patrimonial. Donc là, pareil, au départ, on pensait que ça avait certains usages et en fait, c'était une énorme canalisation d'assainissement qui était à l'intérieur du seuil et qui lui-même était dans un canal historique de Morée. Ce qui fait que quand on a commencé à intervenir sur le seuil, eh ben, on a une partie de la Bienne qui est passée dans cet ancien canal qu'on ne savait pas que l'ancien canal était là. En fait, il faut imaginer que cette ville de Morée, à l'époque, c'était un véritable gruyère et l'eau passait un peu partout. Donc là, vous voyez le contexte technique compliqué et ce seuil-là, vous voyez là, moi je considère que ce cours d'eau-là, on se rapproche plus d'un fossé que d'un cours d'eau, hein, très honnêtement. C'est-à-dire en été, vous avez quasiment plus d'eau, c'est pas très propre. Et là, il faut arriver à casser cette dynamique. Vous ne m'entendez plus. Si, on vous entend très Oui, bien, on Romain. vous entend On vous très entend bien. très bien. Ok, Non. d'accord. Il faut imaginer que nous, on voulait retrouver du dynamisme là-dedans. Donc là, je vous montre quelques photos très rapidement. Ça a été un peu sportif sur ce seuil-là. Donc à chaque fois, on enlève le seuil, on restabilise le fond du cours d'eau. Les pierres que vous voyez là, c'est quelque chose qui est dans le fond du cours d'eau, qui est caché, ce qui fait qu'après, vous retrouverez le lit naturel de la rivière par-dessus. Et je crois, voilà, vous avez des images du rendu après travaux. Donc on est obligé de sécuriser un maximum, hein, parce qu'on a un pont qui est juste derrière, littéralement 10 mètres derrière l'aménagement qu'on a fait. Et ça a permis de retrouver des vraies sections hydrauliques et d'éviter notamment, donc là c'était les fameuses photos de 1910 que vous aviez en introduction, d'éviter que le pont, que les murs, etc. se refassent arracher lors d'une future crue. Enfin, secteur 2024, là vous avez un peu des images de seuil qui pour le coup d'un point de vue patrimonial, on pourrait matcher déjà un peu plus sur des choses, pourrait avoir un attachement un peu plus fort. Et paradoxalement, celui-là avait déjà été ouvert à l'époque. Donc on n'a pas eu une levée de bouclier énorme sur ce seuil-là. Et surtout, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre parce que notamment, on a des habitations qui étaient inondées en rive gauche lors de crues assez faibles. Donc on était sur des crues de retour 2 ans, 5 ans. Il pouvait y avoir des inondations sur la rive gauche, notamment en aval et un petit peu en amont. Et il y a eu un compromis de fait de dire qu'on a rasé une partie du seuil. Donc là, vous voyez la photo, notamment en bas à droite. L'idée, c'était de garder une partie du seuil en rive gauche qui tient les bâtiments en rive gauche, faire un enrochement sur la rive droite le plus intégré possible pour tenir un autre bâtiment en rive droite. Et vous voyez que la rivière, donc là c'est une photo au bout de 6 mois, c'est relativement bien refaite et on est sur quelque chose qui a et la transparence sédimentaire et la transparence pour les poissons pour remonter, et notamment une qualité d'habitat bien supérieure. Voilà quelques photos, hein, c'est juste pour vous donner une idée de l'évolution du cours d'eau. On va approcher Romain de la fin, juste pour. Je me dépêche, promis. Merci. Une idée du parc qu'on a fait, donc là c'est un aménagement, donc le seuil dont je vous parlais juste amont, c'est juste en amont de ce parc-là, et en fait le canal du seuil en question était caché sous les infrastructures de la route et de ce parc-là, et donc il y a eu un choix comment dire, de reprendre tout ce parc-là au niveau de la ville, donc l'aménagement urbain, et nous de redonner l'accès aux gens et de laisser de la place à la rivière sur la rive droite. Ça, c'est quelques perspectives paysagères qui ont été faites par le bureau d'études en amont pour aussi préparer les élus et les gens un peu à ce changement d'étape, on va dire. Et voilà l'idée plus réelle du chantier, c'est-à-dire quand vous commencez à attaquer et enlever les murs en béton, etc., sur la rive droite, on est retombé donc du coup sur ce canal historique et ça a été un peu notre limite d'intervention au niveau de ce canal-là et d'essayer de revégétaliser une partie des berges et de maintenir les berges, notamment avec des enrochements qui peuvent faire office, et je vais vous montrer tout de suite derrière. Voilà, c'est la photo que vous avez à droite, notamment pour que les gens puissent venir se poser l'été, etc. Donc, ils ont une double fonction, c'est-à-dire ils ont une fonction hydraulique de protection, mais ils ont une fonction aussi pour que les gens puissent venir se poser là en été
J'ai pas de photos de parc parce que c'est toujours en cours, mais l'idée, c'est que dans le parc, il y ait des terrains de boules qui soient refaits, des jardins partagés, des kiosques et des choses comme ça. Et je me dépêche parce que le temps est compté. La phase qu'on va faire cette année, donc 2025, on a la même réflexion sur une rue là que vous voyez donc en haut qui s'appelle la rue Pierre Morel. Et on va reproduire ces travaux qu'on a fait dans le parc qui font à peu près 60 mètres de long, 70 mètres de long, mais cette fois on va le faire sur une rue entière, sur 300 mètres de long, où là, toute une berge, on va enlever les berges en béton, les enrochements, etc. Et on va laisser de la place à la rivière, avoir une petite balade le long de la rivière, et notamment permettre que la rue qui était ouverte aux voitures avant soit fermée et que ce soit plus qu'accès piéton et cyclable derrière, et que notamment l'intégration, je vais vous montrer la dernière diapo normalement, voilà, l'idée des projections, c'est qu'on ait une intégration paysagère un peu mieux travaillée, et que... Bon, Ah, je crois que je suis à la dernière diapo, donc oula. voilà, j'ai essayé de faire assez vite. Merci Romain et Julien. Il y a eu une petite micro-coupure de son, Romain, mais je pense que ça ira pour la suite. Je vais vous inviter les uns et les autres à rallumer votre, vos caméras et micros. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais déjà repéré des questions, sinon je peux commencer en poser. Euh, il y avait des questions, j'ai vu Éléonore que tu as déjà répondu il y avait des questions autour de la prise en compte des sujets de l'assainissement, mais aussi du nombre de places de parking supprimées, enfin des questions, peut-être on va peut-être passer d'abord les questions du premier projet long oui, et puis ensuite revenir aux autres. Jean-Philippe, on t'entend. Ouais, Oui. alors moi peut-être est-ce qu'on va peut-être plutôt poser les questions à chaud sur l'équipe du PNR? Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Non, moi je me demandais juste avant d'enchaîner sur toutes les questions qui ont été posées, je voulais peut-être dire à tout le monde aussi que le thème des rivières et du patrimoine, c'est de très très loin dans notre étude, celui qui a suscité la plus grande passion, hein. Je vous invite toutes et tous à aller voir les articles sur Internet. Beaucoup plus que tous nos autres thèmes, toutes nos autres typologies pour le projet Arche. Moi, je me demandais, Romain et Julien, euh, quand on voit un petit peu toutes les difficultés, hein, qu'on peut voir aujourd'hui là, sur les thèmes liés à l'écologie et les difficultés à aller jusqu'au bout des choses, y compris d'un point de vue politique, là, si vous sentiez que ça allait mal aussi de votre côté sur ce thème-là et que c'était des thèmes qui étaient de plus en plus difficiles à défendre. Alors, je vais proposer une ébauche de réponse et puis Romain, je te laisse compléter. Alors, j'aurais tendance à répondre oui à cette question. Après, nous, justement, notre approche qu'on essaie de développer, c'est d'assez peu avoir une approche, même si c'est notre but final, nous, on est GEMAPien, donc on fait de la gestion des milieux aquatiques, d'assez peu avoir une approche stricto sensu environnementaliste, en fait. Voilà, le projet de Romain, il y a aussi une approche qui est très liée au cadre de vie, la question de la fraîcheur en ville. Disons qu'aujourd'hui, en tout cas, et Romain, tu me contrediras si tu n'es pas complètement d'accord avec ça, mais l'argument environnemental, écologique sur ce type de projet, c'est pas celui qui porte majoritairement. Enfin, moi, je le perçois comme Ah ça, bah clairement. complètement. C'est-à-dire faire passer un projet GEMAPien environnemental, écologiste, tout ce que vous voulez aujourd'hui, c'est très brut de décoffrage, hein, sincèrement. C'est pas ça qui fait passer un projet, il faut se dire les choses, hein. Mhm. Donc restaurer la rivière, les papillons, les oiseaux, le truc, c'est triste, mais c'est pas ça qui intéresse les gens, etc. Donc la question du cadre de vie, des paysages, et tout ça Et des est une espaces bonne porte publics. d'entrée. Voilà, les Ouais, espaces ouais. publics, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière, les Mhm. usages, etc. Et malheureusement, de mon retour d'expérience personnelle, vous avez beau tout prévoir, essayer de prendre des paysagistes, envoyer des situations projetées, faire des réunions publiques, aller en conseil municipal, discuter avec tout le monde, c'est mieux. Mais tant que vous n'êtes pas dans les travaux et tant qu'il ne sera pas passé 3 à 5 ans pour que les gens s'habituent à ce nouveau paysage-là, tant que vous n'en serez pas à cette étape-là, vous pourrez faire ce que vous voulez, entre guillemets, ça ne changera rien en fait. Et c'est pas d'être défaitiste, parce que le point positif là-dedans, c'est que moi je me rends compte globalement sur nos projets, voilà, il faut laisser passer 2 à 3 ans, et tout doucement les gens,
les commentaires commencent à changer. Ah ouais, c'est sympa, la rivière, je la voyais pas comme ça. On retrouve de la vie, on réentend le cours d'eau. Mes enfants peuvent revenir jouer au bord du cours d'eau. Et je vous le dis, hein, Morée, on commence à être dans le palier des 2 à 3 ans. Les commentaires commencent à changer. Les élus se disent, ouais, c'est pas si mal, ça me va bien, ça change de truc. Donc c'est Ça va vite, en fait. C'est aussi 2 à peut-être 3 la ans. hauteur de l'attachement que les habitants ont pour ces lieux aussi. Quand on parlait aussi d'attachement, c'est le lien aussi avec ces lieux. Et il y avait quand même une des premières questions qui a été posée, c'était sur l'aspect que le terme renaturation a été employé. Et à la fois, quand on voit les travaux, c'est vrai que c'était bien de voir aussi les travaux en cours. On voit que c'est des gros travaux très impressionnants avec des gros engins. Enfin, il y a quelque chose qui fait très artificiel. Enfin, Ouais. pour le terme où on parle de renaturation, donc un peu cette ambiguïté aussi de parler parfois de renaturation les uns les autres, mais pour autant, c'est qu'on est quand même dans de l'ingénierie un peu lourde aussi dans les travaux qui sont Mais c'est ouverts. intéressant comme point parce que ça revient souvent de la part des gens où ils disent vous êtes en train de détruire la rivière, vous êtes en train parce qu'ils voient tous ces engins-là, ils se disent. Et paradoxalement, ça n'a jamais choqué personne lorsqu'on construit des ponts, des routes, des lignes SNCF, qu'on aménage et qu'on canalise des cours d'eau, ça n'a jamais choqué personne avant. Et en fait, et avant, du coup, les gens ne prenaient même pas de dispositions environnementales pour intervenir dans les cours d'eau. On ne se posait pas de questions, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est assez sociétal là-dessus, hein. C'est-à-dire, les gens le voient comme une destruction du cours d'eau. Et je sais pas hein, comment, pour moi, ça passe voilà, ça passe via des webinaires d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, mais c'est quelque chose où on travaille sur du long terme, là. C'est sociétal, quoi. Et est-ce que vous avez prévu aussi de suivre la suite, là où quand vous parliez, enfin, il y avait une question qui avait trait aussi à ça, est-ce qu'il y aurait des mesures un peu effectivement, quand on est en milieu urbain, de le rafraîchissement que ça apporte, ou même là, je pensais plus les aspects de continuité écologique, avoir aussi des exemples un peu documentés de la suite, De si ça a fonctionné ou pas, c'est oui, ça, un enfin peu même de suivre un peu quelle est la c'est maîtrise des... c'est le cas, hein, c'est quasiment je pense, que c'est le cas de tous les GEMAPiens, c'est-à-dire qu'on a des suivis de travaux, même tout simplement réglementaires, hein, qui sont obligatoires, de l'efficacité des travaux. Et nous, on le fait aussi pour avoir une idée du retour il peut y avoir des travaux qui ne marchent pas et qui sont pas, même pas forcément liés aux travaux. C'est-à-dire, vous allez faire vos suivis dans la ville et du jour au lendemain, il n'y a plus de poissons, bah, au moins vous êtes au courant. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de vos travaux pour autant. Et surtout, derrière, par exemple, on suit, nous, la question des thermies. À Morée, vous étiez donc 700 mètres d'altitude. Il faut vous dire que votre cours d'eau, 30% de l'année, il est à 25 degrés. Donc, autant vous dire que ça, à Morée, à 700 mètres d'altitude, ça veut dire que le reste de la France, les cours d'eau, ils sont à 30, 34, 35. Ouais. Et donc, on est face à une urgence qui, pour moi, et Julien l'a introduit un peu tout à l'heure, les gens ne prennent quasiment jamais en compte l'aspect patrimoine naturel. Et ça, euh, dans l'intégration des projets de tout type, le patrimoine naturel devrait être remis un peu au cœur du débat aussi, de dire, est-ce qu'on s'est posé la question de à quoi ressemblait la rivière il y a 300 ans, par exemple? Mm. Et ça, souvent, on fait un peu abstraction de ça aussi, quoi. Et pour compléter sur le côté suivi, à l'initiative de Romain, là aussi, sur toute la rivière concernée par Morée, on a fait un survol en fait aéroporté qui nous a permis de mesurer à un instant T la température de la rivière sur tout son linéaire. Et ça, on sera aussi en capacité de le refaire. Alors, il faudra le refaire dans des conditions météorologiques similaires, hein, parce que sinon, ça perd du sens. Mais on sera en capacité de le refaire et de qualifier justement cette différence de température qu'on aura, par exemple, dans le secteur restauré du centre-ville de Morée. Il y a plusieurs questions aussi autour des équipes pluridisciplinaires pour mener ces projets, qui est côté paysage, côté plus ingénierie, écologie. Parce que c'est vrai que c'est des projets finalement quand même un peu complexes, avec suivant un peu les problématiques liées au site, peut-être certaines parties qui sont plus importantes que d'autres, enfin, certaines. Et donc, sur savoir comment justement, quelles sont les problématiques qui émergent, c'était pour cette constitution des équipes, la place du paysage dans le projet, la question du patrimoine, voilà, un peu avoir votre avis sur comment vous percevez l'évolution en cours sur cette question des... Et nous, ça revient aussi souvent avec Jean-Philippe au cours de l'étude plus Ouais. largement sur les personnes qui, avec des compétences différentes, travaillent ensemble à ces projets pour essayer de trouver, parce qu'il y a toujours, comme vous disiez, des choses, il faut faire le deuil, enfin, c'est de trouver les compromis aussi, et puis la réponse particulière à chaque projet.
C'est une question à la fois pour l'équipe du PNR que C'est pour pour tout le l'équipe monde. de Longouille, je pense. Oui. Vous voulez que je Non, commence allons-y. ou... Allez-y, allez-y. Alors, nous, du côté Grand Longwy, donc en fait, là, nous, au niveau du service GEMAPI, on a été chef de file, mais du coup, on a vraiment travaillé avec beaucoup de services déjà en interne, que ce soit du coup le service d'assainissement. On a eu quelques sujets aussi avec l'eau potable, donc avec le service qui gère l'eau potable. On a beaucoup travaillé aussi avec un service qui travaille sur le développement économique, puisqu'en fait, enfin, le chantier a duré quand même, enfin, pas encore terminé, mais presque 3 ans, et on a impacté forcément aussi des commerces. Donc, nous, derrière, on a mis en place aussi un système là pour indemniser les commerçants. On a travaillé, donc, comme on l'a dit pendant la présentation, avec l'architecte des bâtiments de France, et on a beaucoup travaillé avec nos partenaires, que ce soit l'Agence de l'eau, la région Grand Est, les services de l'État, parce nous, on a aussi un très bon relationnel avec la police de l'eau qui est venue aussi régulièrement sur site pour vérifier que voilà tout était conforme aussi à l'arrêté qu'on avait. Et puis les entreprises travaux, forcément là l'idée c'était, enfin on a eu vraiment un bon groupement d'entreprises et ça c'est super important aussi pour mener ce type de projet parce qu'en plus on est en centre-ville donc il fallait vraiment que voilà on ait une bonne organisation, une bonne gestion de chantier. Et on a été beaucoup derrière les entreprises, que ce soit en termes de sécurité, de propreté du coup du site de travaux et des alentours. Et donc je l'ai pas dit, mais du coup notre groupement d'entreprises, on avait Berthold, Eurovia et Durmeyer parce qu'on a fait des fondations profondes, voilà, avait été spécialisé en fondations profondes, parce qu'il faut s'imaginer qu'en fait le mur de soutènement qu'on a fait, on l'a ancré sur pieux profond. Donc on avait des grosses foreuses en plein centre-ville et on avait un deuxième lot donc paysager donc là avec les entreprises Colas et Cape Paysage. Voilà. Donc effectivement c'est ce qu'on disait, mener un projet comme ça, il faut vraiment une grosse équipe projet et que tout le monde suive en fait le projet quoi. Et d'un point de vue de maîtrise d'œuvre, donc c'est aussi une équipe pluridisciplinaire et il est indispensable que cette équipe ait une sensibilité, une sensibilité au patrimoine, aux enjeux aussi bien économiques que environnementaux, que sociaux. Et alors, l'équipe de maîtrise d'œuvre s'est concentrée sur l'entreprise Ingérop, le bureau d'études Ingérop, et nous, agence AM Paysagiste, en tant que co-traitant en maîtrise d'œuvre. Et au sein de chacune de nos entités, on a fait appel à des spécialités. Alors, Ingérop, ça a été le service hydraulique, pour tout ce qui a été aussi modélisation, le service ouvrage. Ils ont aussi un pôle environnement et écologie. De notre côté paysagiste, ça a été tout ce qui est maîtrise d'œuvre, on va dire, aménagement urbain pour, on va dire, un tiers du projet. Et puis aussi des collègues au sein de notre agence qui sont plus portés sur les végétaux, les milieux humides, la faune, la flore en général, qui ont aussi chacun apporté leur pierre à l'édifice. Donc c'est une maîtrise d'œuvre de deux entités, mais avec un grand panel de professions, de spécialités et d'intervenants au sein de chacune des entités. Et puis pour boucler la boucle, et du coup on avait aussi des élus qui ont été très présents, dont nous, notre vice-présidente du coup à la GEMAPI au niveau du Grand Longwy, qui était quasi là toutes les semaines avec nous pour suivre le chantier. Ce qui permet quand même de répondre à la question, je crois, de Monsieur Donnet, là, qui nous demandait quelles étaient vos relations avec les architectes des monuments historiques dans le cadre de ces projets. Est-ce qu'il y avait une approche systémique? Là, ce que vous nous dites, c'est que oui, mais vous l'avez évoqué un petit peu aussi tout à l'heure. Moi, je me demandais si vous aviez des liens, là, je parle à l'équipe de Longwy, des liens avec les associations environnementales sur un projet comme celui-ci pour sa fabrication, pour Non, sa mise en place. sur ce projet, non, on n'a pas forcément échangé avec des associations. On n'a pas forcément une association qui était très présente, en tout cas sur le secteur-là. Après, on a de toute façon bien essayé de bien traiter tous les différents sujets, même les sujets, espèces, parce que avant, en fait, comme il y avait aussi du coup, un petit étang, ouais, qui restait, qu'on a dû démolir, on a fait de la pêche, etc. Donc, on a vraiment travaillé avec une multitude d'intervenants différents. Mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec des associations en particulier, quoi. Ceux avec qui on a plus échangé au niveau du Grand Longwy, c'est les associations des commerçants. Voilà, mais du coup, pas du tout. Voilà.
Je vois qu'on arrive enfin, qu'on a même dépassé le terme de du temps qu'on s'était imparti et donc qu'on va devoir arrêter. Les questions ont été nombreuses. Il y a plein de questions. Si vous en êtes d'accord, certaines sur lesquelles pourriez encore répondre, on peut voilà, on va les garder et puis on pourra voir si certaines peuvent être complétées. Mais je pense que quand même, vous avez aussi dit beaucoup et ça montre aussi que ce sujet, il est très, très riche, très complexe aussi. Voilà, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, mais on sent que, comme le disait Romain ou Julien, enfin, il y aurait besoin d'en parler souvent et puis aussi de regarder ce qui a été, peut-être avoir cette approche aussi historique de ce qu'étaient ces rivières auparavant et ce qu'elles vont être aussi demain. Donc, merci en tout cas à chacun d'entre vous. Je rappelle que le support de présentation ainsi que le replay seront accessibles à tous. Donc, je vous souhaite pour l'instant une bonne poursuite de journée et donc à bientôt pour d'autres actualités dans le programme d'études Arche. Et tout d'abord, ça va être la publication de ces carnets de dialogue au cours du mois d'avril. À bientôt. À Merci, au bientôt, revoir. Au revoir à merci. tous. Et au revoir. Au revoir. Merci.